Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur ce plateau de Maki Hebdo. Nous allons encore une fois parcourir ensemble les points chauds de l'actualité africaine, mais aussi celle du globe qui a une répercussion sur le continent. Pour en parler ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Paul Yanger. Bonsoir Paul. Bonsoir Pascal. Voilà, je rappelle que vous êtes donc de notre confrère en ligne, griot.com. Tout à fait. Voilà, et puis Boilandry Consulting qui nous fait l'amitié de nous déléguer ici. Salut aussi Savané, bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous êtes donc chercheur et éditorialiste à Boilandry Consulting, un think tank qui nous produit des notes fort documentées. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Et puis, notre ami Sédik Abba de Panapresse. Bonsoir Sédik. Bonsoir Pascal. Voilà, Sédik qui nous a fait l'amitié de nous rejoindre à peine revenu d'Addis Abeba et d'autres voyages parce qu'il parcourt le continent africain pour vous alimenter en informations importantes pour le continent. Alors cette semaine, bien sûr, le Sénégal est encore à la une. Le Sénégal où vous savez que l'opposition a appelé à contester donc, la validation par le Conseil constitutionnel de la candidature de Wade à la présidentielle du 26 février prochain. Des heurts violents ont eu lieu à Dakar et puis ce vendredi également, l'opposition avait appelé à une journée de prière pour les victimes qu'il y a eu au cours des heures des dernières 24 heures, en fait des dernières 48 heures. Mais une mobilisation qu'on attendait massive, finalement la mobilisation a été assez faible. Et puis en Syrie, les tueries continuent. La Syrie qui fait l'objet de tractations à l'ONU, l'ONU qui, sous l'impulsion de la Ligue arabe, de la France et des États-Unis, essaie de trouver une résolution pour voir comment intervenir, comment arrêter la machine à tuer, comme disent les États-Unis. Évidemment, cette nouvelle résolution va être signée dans les jours qui viennent, probablement lundi, puisqu'elle a été édulcorée, elle est sous la menace donc, du veto de la Russie. Donc la Syrie et l'ONU parlent de 5400 morts depuis 6 mois que la révolution ou la contestation a commencé en Russie. Et puis l'Union africaine également, l'Union africaine qui était censée, au cours de son dernier sommet, célébrer la grande Union africaine. Et finalement, l'Afrique s'est déchirée à Addis Abeba, notamment en ce qui concerne le vote et la désignation d'un nouveau président de la Commission. Il s'agissait de remplacer le Gabonais, président sortant, alors qu'il se succède à lui-même. Et puis on s'est retrouvé dans une situation un peu complexe. L'Afrique s'est retrouvée divisée parce que l'Afrique du Sud également avait une candidate et on n'a pas pu désigner donc un nouveau président de la Commission. Le vote a été reporté dans 6 mois. C'est sans doute déplacer uniquement le problème, mais nous en parlerons sur ce plateau. Et pour commencer donc ce débat ce soir, je voudrais qu'ensemble nous regardions ce sujet préparé par notre correspondant à Dakar. En cette veille de l'élection présidentielle, les mouvements de protestation contre un 3e mandat du président de la République Abdoulaye Wade se multiplient sur l'étendue du territoire national, menaçant gravement la stabilité du pays. Ce mardi, la manifestation autorisée du M23 dégénère, arrachant la vie du jeune Mamadou Diop au lendemain de sa soutenance. Étudiant en master à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ce jeune marié de 31 ans et père de 2 enfants a fait partie de cette jeunesse sénégalaise qui dit non à un 3e mandat d'Abdoulaye Wade au Sénégal. 4 jours avant sa mort, il laisse un message quelque peu posthume au régime du président Abdoulaye Wade ainsi qu'à la jeunesse sénégalaise. Je donne mon nom, je m'appelle Mamadou Diop et je suis étudiant à l'ICAD. Donc nous sommes prêts au sacrifice. Et en tant que jeune, j'interpelle Abdoulaye Wade, j'interpelle les charges du Conseil constitutionnel. Nous interpellons tous les responsables de ces pays, véritablement, à ne pas basculer ces pays dans le chaos et dans le désordre. Et nous sommes prêts pour le sacrifice. Un sacrifice qui n'a pas encore dit son dernier mot. Ce mercredi, les affrontements ont encore opposé les forces de l'ordre aux étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui voulaient se rendre à la levée de corps du jeune Mamadou Diop.
sommes en colère. Ce matin, on était en cours de route pour aller sur le lever du corps. Malheureusement, les forces de l'ordre nous ont réprimés. Cette fois-ci, on va remuer terre et ciel pour montrer à l'autorité incompétente qu'aujourd'hui, on mettra Dakar à feu et à sang. Il avait dit que la population, bon, je ne vais pas marcher sur des cadavres pour aller au pouvoir, mais actuellement, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de marcher sur n'importe quoi. Dakar, la capitale du pays de la Teranga, la légendaire hospitalité sénégalaise est presque en état de siège avec des policiers et des gendarmes postés un peu partout, notamment au grand carrefour de la ville. Voilà, messieurs, ce sujet que nous venons de voir ensemble, c'était les manifestations de mardi dernier à Dakar. Voilà, il y a eu un mort, une sorte de martyr de la Révolution, et puis il y en a eu 4 autres au total derrière. Alors la question que nous nous posons aujourd'hui, pourquoi Wade s'entête-t-il? Paul-Yanger-Griot.com. Oh, je pense que c'est certainement dû à mon avis, le président Wade ne se voit plus en dehors du pouvoir. Je pense qu'à son âge, en gros, il s'est dit qu'il n'y a plus de vie en dehors du pouvoir. Et je pense qu'il reflète bien ce qui se passe pour beaucoup d'opposants africains qui arrivent au pouvoir et qui déçoivent. Parce qu'il ne comprend pas qu'il faut passer la main. Le président Wade aime se comparer à Nelson Mandela, mais là, pour le coup, je crois que l'exemple est vraiment mal choisi et que l'histoire retiendra malheureusement qu'il n'a pas été à la hauteur des attentes que les Sénégalais avaient placées en lui en 2000. Très bien. Salif Savané, votre réaction sur ce sujet que nous venons de voir, mais écoutez, et sur l'attitude d'Abdoulaye Wade? Mais d'abord, les événements que nous suivons sont prévisibles. On se doutait bien que s'il persistait à se présenter, il y aurait une réaction de la population. Et puis maintenant, je suis tout à fait d'accord avec Paul, c'est que Abdoulaye Wade se révèle être comme de nombreux dirigeants africains qui ne conçoivent pas une vie après le pouvoir. C'est-à-dire qu'ils intègrent le pouvoir dans leur vie et ils se perçoivent comme dirigeants pour le reste de leur jour. Bon, et puis c'est d'autant plus grave pour le Sénégal que c'est un exemple, ça a toujours été un exemple, c'est le pays qui n'a jamais connu de coup d'État. On a vu la façon dont, l'élégance avec laquelle le président Abdou Diouf a accepté sa défaite en 2000. Je disais ici il n'y a pas longtemps qu'il y avait une régression dans ce pays et j'ai bien peur qu'on s'enfonce lentement dans une logique, malheureusement, qui va aller de mal en pis. Voilà. Apparemment, Wade fait preuve d'autisme, il n'a pas l'air d'écouter la rue. Et la question qu'on se pose, est-ce qu'il va céder face à la pression de la rue? Apparemment non, puisqu'il dit que la contestation qu'il a vue se lever, il a comparé à une brise, un vent léger, mais l'opposition lui promet que ce vent va se transformer en ouragan, et lui il dit que non. C'est ça, c'est justement ça qu'il faut craindre. Nous sommes dans une logique de confrontation. Le président Wade est prêt à aller à la confrontation. Il est dans une posture de non-retour. Il n'entend ni son opposition, ni l'étranger. Vous avez vu les réactions que les déclarations des États-Unis et de la France... Washington et Paris lui ont demandé de favoriser le passage des générations. Absolument. Cette sorte d'euphémisme pour dire que Wade doit passer la main, qu'il faut une nouvelle génération. Donc vous avez vu cette sorte d'éruption de souveraineté, de souverainisme au Sénégal, invoquant la souveraineté du Sénégal alors qui n'a de leçons à recevoir de personne, a dit son ministre de l'Intérieur. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, Wade lui-même se félicitait de l'AGOA, des 500 milliards de francs CFA qu'il a pu mobiliser auprès de la communauté internationale. D'ailleurs, c'est parce que je crois qu'il a foi à la communauté internationale qu'il a confié les relations avec la communauté internationale à son propre fils. Parce que, bon, aujourd'hui, qu'ils disent qu'il n'a pas besoin de la communauté internationale, c'est la preuve qu'il est dans une logique, effectivement, et il est à craindre qu'il rate sa sortie, puisqu'il a réussi son entrée au pouvoir. Il a été l'opposant historique qui a été accompagné par quasiment tous les Sénégalais qui voulaient de l'alternance. Et aujourd'hui, la façon dont il se comporte, ma foi, risque de faire occulter le bilan. Wade a un bilan, quoi qu'on dise. Mais la façon dont il se comporte aujourd'hui et les circonstances dans lesquelles, si les choses se poursuivent, il va quitter le pouvoir, pourraient amener à occulter complètement son bilan. Et pourtant, il avait... je voudrais rappeler, lui qui est souverainiste, il ne s'est pas gêné d'aller en Libye et de conseiller à son homologue libyen
de l'époque, le colonel Kadhafi, de quitter le pouvoir. S'il y a, je ne sais pas si on peut, si ce n'est pas l'ingérence. La Libye, auquel les réalisations, le bilan de Wade doit beaucoup en termes de financement au Sénégal. Voilà, alors donc, c'est très curieux, sa démarche est très curieuse, bon, on verra, mais c'est vraiment dommage pour le Sénégal. Non, et paradoxalement, c'est une ironie de l'histoire. Wade est allé, dans le cas du Niger, voir le président Tandja à l'époque. Moi, je me souviens qu'il était parti d'Addis Abeba, du sommet d'Addis Abeba qui a eu lieu en janvier 2010. Il est allé voir Tandja pour lui dire que le moment est venu de partir, parte avant qu'on ne te fasse partir. Donc, lui-même ne s'applique pas cette logique. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. C'est ce qui est arrivé à Tandja, qui n'a pas eu la sagesse de partir, il a été dégagé du pouvoir. Donc, je ne sais pas, j'espère, parce que c'est un pays qui a d'immenses ressources humaines, j'espère que les gens vont se mobiliser et que la raison va l'emporter. Alors justement, à propos de la raison, on a vu dans le sujet, Mamadou Diop, là, le jeune qui est décédé, qui disait qu'il fait appel à la classe politique sénégalaise, il souhaite qu'elle fasse en sorte que le pays ne bascule pas dans le chaos. Alors ça interpelle quand même les leaders de l'opposition, je ne comprends pas leur attitude non plus. On pourrait leur dire, mais enfin, si vous êtes si sûr d'être porté par le peuple, là, pourquoi vous n'allez pas en rang serré en face de Wade plutôt que d'aller en rang dispersé? On va aux élections, puisque vous êtes sûr que le peuple va voter pour vous, et Wade est battu. Le problème, c'est qu'il faudrait que l'opposition sénégalaise arrive à s'unir. Et à mon avis, on en est bien loin. Parce que pour avoir quand même une chance contre Abdoulaye Wade, il faudrait une opposition qui aille en rang uni, peut-être même un candidat unique. Mais bon, les ambitions des uns et des autres, des Macky Sall et les autres anciens premiers ministres du président Wade font que l'opposition sénégalaise va avoir... Parce que Moustapha Niasse a l'air déterminé, il a demandé aux Occidentaux de mettre Wade en garde. Le problème, c'est que, bon, enfin, je ne suis pas sûr que ça va suffire parce que, bon, vu les réactions... Oui, mais c'est une position jusqu'au boutiste qui s'annonce. Exactement, c'est une logique de confrontation dont on ne sait pas vraiment qui va sortir vainqueur. Je crois que l'opposition est sans doute critiquable de n'avoir pas réussi à s'entendre pour aller vers une candidature unique. Et elle est d'autant plus critiquable que lorsqu'on prend l'exemple de Beno Siggil Sénégal, il y a eu une concertation en interne, ils ont voté, les partis qui sont dans Beno Siggil Sénégal ont voté, Moustapha Niasse a emporté, ça n'a pas empêché que Tanor Dieng se mette de côté pour se présenter. Donc l'opposition est critiquable. Mais ce que dit l'opposition en même temps, nous, le fait que Wade puisse se présenter, nous en faisons un principe. Oui. Parce que la Constitution ne le lui permet pas. Et lui-même a eu à dire en public, puisque, comme vous le savez, Wade avait dit qu'il n'avait pas... C'était en avril 2011 qu'il ne se présenterait pas. Qu'il ne se présenterait pas, qu'il n'avait pas le droit de se présenter. Et quand on lui a sorti les éléments, vous savez la réponse qu'il a donnée. Oui, il a dit, je l'ai dit et je me dédie. Voilà, il a d'ailleurs dit en Wolof pour que ce soit bien... C'est ça. Ce soit bien... L'impact soit très fort. Mais je me dédie. Et aujourd'hui, l'opposition sénégalaise estime que quelqu'un qui peut dire et se dédire n'a pas qualité à compétir avec elle. Donc, elle en fait un principe. C'est ça la difficulté. Au risque de basculer dans le chaos. Parce que quand on est un chef d'État, un des piliers de sa légitimité, c'est sa cohérence et la vérité. Alors, à partir du moment où il affiche une sincérité fluctuante comme ça, et je suis tout à fait d'accord avec cette vision de l'opposition, c'est que sur le principe, si la Constitution prévoit qu'il ne doit pas se représenter une troisième fois, ils ont tout à fait raison d'insister là-dessus. C'est une question de principe, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un précédent. Bien sûr. Il ne faut pas qu'il y ait un précédent. Oui, Paul Yanger, oui. En fait, je voudrais juste dire que justement, ce point, à mon avis, est un peu flou, et c'est un peu là tout le problème juridique au Sénégal. C'est que, contrairement à ce qu'on dit, à mon avis, il n'est pas si clair que le président Wade ne puisse pas se représenter, parce qu'il semble en fait que la constitution qui a été adoptée ne soit pas rétroactive. Donc, en fait, son premier mandat, entre guillemets, ne compte pas dans le décompte. Et ce que moi, je ne comprends pas, c'est qu'il n'y ait pas de constitutionnalistes au Sénégal avec toutes les ressources que le pays a qui se soient exprimées. Si, il y a des constitutionnalistes au Sénégal qui se sont prononcés. Il y a des hommes de droit au Sénégal qui se sont prononcés. Il y a des hommes de droit. Le point n'est pas si clair que ça. Il y a des hommes de droit qui sont prononcés. Et puis, vous savez, en droit, le droit, il est fait par les hommes. Hein. On peut toujours invoquer des situations exceptionnelles,
à caractère exceptionnel pour réviser les textes. Vous savez que la manœuvre qui a été faite par le pouvoir sénégalais, celle de faire venir un charter de constitutionnalistes de l'extérieur, dont certains qui n'ont aucune compétence sur la matière constitutionnelle, qui sont venus dire que, en fait, Wade a le droit de se présenter. Ensuite, il y a eu les juristes sénégalais, même les constitutionnalistes sénégalais, même, dont certains qui ont participé à la rédaction du texte, qui ont dit. Et par ailleurs, à mon avis, puisque il y a Macky Sall qui a été le directeur de campagne de la dernière élection présidentielle de Wade, qui avait dit qu'à l'époque, il l'a dit ici à Paris, quand on se battait en 2007, c'était pour la réélection, ce n'était pas pour l'élection. Donc ce n'était pas le... C'était le dernier mandat. C'était le dernier mandat. Ah ouais. Voilà, donc là, on rentre dans un jeu sémantique, dans une bataille sémantique entre élection et réélection. Comme il le disait, d'un côté, on va à Niamey donner des conseils, et puis de l'autre, chez soi, on s'applique à Sirte également. Voilà, on ne s'applique pas, on va à Sirte, voilà, et puis bon, voilà. Non, je crois que Paul a eu raison de poser le problème, moi, à mon avis. C'est que beaucoup de personnes en Afrique, notamment nos chefs d'État, ne se perçoivent pas en dehors du pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie après le pouvoir. Abdou Diouf a fait une émission à la télé où il a dit qu'il y a une vie après le pouvoir. Et Alpha Omar ATT s'apprête Alpha Omar Konaré l'a montré, ATT s'apprête à le faire. Et le président du Cap-Vert, Pedro Pires, l'a montré. Donc il faut que les gens soient convaincus qu'il y a une voie après le pouvoir. Il faut absolument que cela soit, que nous l'intégrions. Il faut qu'on l'intègre dans notre vie politique en Afrique. C'est que les dirigeants sont élus, il y a une constitution à respecter. S'il n'y a que 2 mandats, il n'y a que 2 mandats. Alors, et mais ça, le problème, c'est la... C'est une culture. C'est une culture, mais il faut que les sociétés civiles, il faut qu'il y ait suffisamment de garde-fous institutionnels, il faut qu'ils soient suffisamment forts pour que les dirigeants ne les pervertissent pas. Mais alors le problème, c'est est-ce que il faut une société civile forte, mais il faut aussi peut-être que cette société civile et cette notion du pouvoir soient accompagnées peut-être par un cadre administratif. Je pense par exemple à un statut de l'opposition qui permet à des personnes qui, quand elles ne sont plus au pouvoir, de pouvoir réintégrer la société. Mais c'est prévu dans les textes. On a l'impression qu'une fois qu'on n'est plus au pouvoir, dans les échelons, jusqu'aux échelons les plus faibles de l'administration, les membres de l'opposition n'ont plus le droit de citer. Alors, en ce moment-là, on a une approche de prédation du pouvoir et patrimoniale, comme disait Savané. Ouais. Donc, du coup, on a peur de perdre ses privilèges et ses prébendes. Alors, il faut peut-être aussi qu'on aille rapidement vers... C'est un travail qui va prendre du temps, mais qui va s'imposer. La question que vous posez est une question fondamentale. C'est-à-dire qu'on ne doit plus faire la politique du ventre en Afrique. La politique, il ne faut plus faire la politique pour se nourrir. Il faut faire la politique parce qu'on est mu par l'ambition de servir son pays, parce qu'on est mu par l'intérêt général, venir accompagner. Or, vous trouvez en Afrique, dans beaucoup de nos pays, des gens qui font de la politique un fonds de commerce. C'est-à-dire que si vous êtes en dehors du circuit de nomination, vous ne pouvez plus avoir de l'essence pour votre voiture. C'est devenu votre métier. Donc il faut que des gens qui ont un autre métier viennent faire de la politique. Ils savent que s'ils ne sont plus au pouvoir, ils vont retourner à leur métier, ils continueront à vivre. De sorte que nous ne puissions plus avoir cette sorte de nomadisme politique. Vous êtes aujourd'hui avec le pouvoir. Demain, si le camp adverse prend le pouvoir, vous passez dans le camp adverse. L'ambiance politique au Sénégal. Exactement. Donc ça il faut... Voilà, avec une métaphore pastorale tout à fait dans la culture du pays. Si on ne résout pas ces questions essentielles, il n'y aura pas d'idéologie, il n'y aura pas d'intérêt général, la politique ne servira pas à développer un pays, elle va servir simplement... Mais le terreau favorable à tout cela, c'est que nos États... Dernière réaction donc sur le Sénégal. Le terreau favorable à tout cela, c'est que nos États se sont beaucoup affaiblis financièrement. C'est que pour que ces gens aient la garantie qu'après le pouvoir, ils auront une situation financière confortable, il faudrait que les États aient les moyens. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas de tous les États africains. Comme dit Pascal, il faut faire un statut. Il faut faire un statut pour les anciens chefs d'État. Mais ils ont un statut. Ils ont des avantages, ils ont des privilèges, etc. Ils savent que s'ils partent du pouvoir, ils ne vont pas se retrouver à la rue. Il faut leur donner des garanties de sécurité aussi. C'est prévu dans la plupart des textes. Qui vont les convaincre. Il faut espérer que ça suffise à les convaincre. Parce que bon, le pouvoir rend fou. Quand moi je vois souvent
des chefs d'État africains qui viennent ici et qu'on leur bat la garde républicaine avec le tapis rouge. C'est clair qu'il faut beaucoup de sacrifices pour renoncer à ça, mais il faut le faire dans l'intérêt de son pays. Surtout quand on est entouré de gens qui vous disent que vous avez toujours raison. Du vrai patriotisme aussi. Quand vous êtes entouré de gens qui vous disent que vous avez toujours raison, que tout ce que vous faites est juste, c'est dangereux pour un être humain. Parce que nous sommes des êtres humains, nous avons nos faiblesses. À force, avec le temps, on commence à y croire. Et c'est très dangereux. Très bien. Alors, on va donc quitter le Sénégal pour nous rendre en Syrie. Voilà, la Syrie, donc, où le président Bachar el-Assad est confronté à la rue et à une opposition qui réclame son départ. La Ligue arabe est intervenue. Mais la Ligue arabe avait proposé donc un texte, une résolution qui est soutenue également par les États-Unis et la France. Alors, bien sûr, ce texte est sous la menace donc, de la Russie qui donc a évidemment posé son veto. Une nouvelle mouture a été présentée et cette nouvelle mouture ne fait plus de référence au départ d'Assad ni à un vice-président qui ferait un gouvernement de transition, etc. Et ce texte, va-t-il être adopté, ne va-t-il pas être adopté? Ça va se passer certainement soit ce week-end, soit dès lundi. Mais avant de discuter donc de cette question, je voudrais qu'on regarde ensemble ce sujet qui nous a été préparé par Leila Abli et également par Moïse Moukoro. Face à l'escalade de la violence, l'Europe et les États-Unis ont exhorté mardi le Conseil de sécurité des Nations Unies à appuyer le plan de sortie de crise qui prévoit la mise à l'écart du président Bachar el-Assad. Les États-Unis exhortent le Conseil de sécurité à soutenir l'exigence de la Ligue arabe face au régime syrien, à savoir arrêter les violences contre les civils et garantir la liberté de manifester pacifiquement. Je sais que certains membres sont inquiets que le Conseil puisse se diriger vers une solution semblable à l'issue qu'a connue la Libye. Cette comparaison est erronée. La Syrie est un cas unique qui requiert une approche unique, adaptée à des circonstances spécifiques au terrain. La résolution proposée par les puissances occidentales s'inspire du plan de la Ligue arabe, plan qui appelle à la création d'un gouvernement d'union nationale. Notre objectif est simple, trouver une sortie de crise pacifique qui permette à ce peuple d'exprimer librement ses aspirations. Au peuple syrien, à ses différentes composantes et à personne d'autre, nous n'avons nulle intention d'imposer de l'extérieur un quelconque régime politique. C'est aux Syriens qu'il appartiendra de le faire librement. La Ligue arabe offre la seule perspective viable pour parvenir à cet objectif. Saisissons-la, dépassons nos différends, soutenons le plan qui nous est aujourd'hui présenté. La Russie a prévenu hier qu'elle opposerait son veto à toute résolution de l'ONU si le texte impliquait une quelconque intervention en Syrie. Le Conseil devrait être guidé par les principes de non-imposition. Nous ne soutiendrons aucune résolution concernant d'éventuelles sanctions, ni n'utiliserons les instruments juridiques mis à disposition par cette Assemblée pour envenimer le conflit ou justifier une intervention menée par une coalition à l'avenir. Pour Bachar el-Assad, qui occupe le terrain médiatique officiel, il s'agit de reprendre le contrôle des quartiers tombés aux mains des rebelles et de montrer qu'il fait face à l'adversité aux côtés de sa population. Voilà, c'était un sujet de Linda Robert, Moïse Moukoro et Leila Abliblé de notre rédaction. Alors, la Syrie n'est pas la Libye. Pourquoi est-ce que les choses traînent sur la Syrie? L'ONU est quelque peu paralysée, on a du mal à trouver une résolution. Tout le monde parle avec beaucoup de prudence. On a vu Hillary Clinton s'exprimer pour dire que c'est une situation spécifique. Alain Juppé, qui a fait feu de tout bois concernant la Libye, lui aussi se montre un peu pusillanime, même si il dit qu'il appartient aux Syriens eux-mêmes de trouver une solution. Est-ce que finalement, on va aller vers quel type de solution on va aller en Syrie? J'espère qu'on arrivera à une situation de compromis, parce que d'une part, il y a une situation, c'est un régime dictatorial, c'est une famille, c'est un clan, c'est un régime à la fois dictatorial et quelque peu confessionnel, parce que c'est une secte, les Alaouites, qui tiennent l'essentiel de l'appareil sécuritaire et même financier. Donc il y a de la part de la population une légitime volonté de changement, ça c'est clair. Mais au-delà de ça, il y a aussi le fait que vous avez au sein de la Ligue arabe
les pétromonarchies du Golfe qui ont la puissance financière, qui veulent absolument se débarrasser de ce régime parce qu'elles estiment que ce régime est un des leviers de l'agenda irano-chiite dans la région. Hein? Et puis, comment dirais-je, vous avez aussi les pays occidentaux, les États-Unis, Israël, qui considèrent que en permettant un changement de régime à Damas, on affaiblit le Hezbollah, on affaiblit l'Iran qui a des velléités nucléaires, etc. Donc, il y a d'un côté la volonté légitime d'un peuple, dans sa majorité, à changer de régime, dictature, ça c'est clair, mais il faut aussi relever les agendas, les desseins, avoués ou inavoués, de puissance, qui, au nom de la démocratie, des droits du peuple, bon. Et puis, pour finir, il y a la Russie qui ne veut pas que se réitère l'exemple libyen. Ils sont allés, ils considèrent qu'ils ont été dupés, qu'on les a trompés, qu'on s'est servi d'eux. L'OTAN, qui avait été construit, qui avait été créé pendant la guerre froide, a une utilisation qui va au-delà de sa réelle vocation. Donc, et puis, les vocations évoluent, on parle de la protection des populations et des peuples maintenant. Oui, mais ils n'y croient pas parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé en Libye. Et puis, maintenant qu'ils ont perdu la Libye, les Russes considèrent que la Syrie, par sa position géographique, la Turquie est à côté. Donc il y aurait une question de prestige. C'est la seule base. Ils ne veulent pas faire une deuxième reculade qui va porter atteinte à leur prestige. En Syrie, ils ont la seule base, ils ont leur unique base navale en Méditerranée. Ils ne peuvent pas se permettre de se priver d'une telle chose. Qu'est-ce que les Occidentaux vont offrir à la Russie pour compenser la perte de ce régime? Voilà, parce que ça se passe comme ça dans les coulisses. Hein. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors Sédic, oui. Au-delà de considérations géostratégiques qui viennent d'être évoquées plutôt, il y a aussi l'agenda personnel russe. Vous savez que la Russie se prépare à des élections au mois de mars. Et le régime actuel russe a besoin de donner aux populations russes le sentiment que la Russie est encore une hyperpuissance, que le monde a besoin de la Russie, que la Russie ne peut pas dicter. Vous savez, il y a une sorte de nationalisme russe qui est porté par le régime Poutine et toute l'élite politique au pouvoir actuel, qui veut montrer que, on dit que l'URSS a disparu, mais que la Russie reste une hyperpuissance qui peut tenir tête au reste du monde. Donc il y a aussi ce logique, ces considérations internes qui participent à la décision qui est prise par la Russie de bloquer. Mais moi, je crois qu'il faut que nous engouffrons dans cette brèche qui est ouverte par la situation de la Syrie pour en finir définitivement avec ce droit de veto. Aujourd'hui, voilà que le peuple syrien, on peut être pour ou contre le régime de Bachar al-Assad, mais les images que nous avons de ce qui se passe en Russie sont catastrophiques. Les morts, les gens on voit les images. Donc il y a quelque chose. Et nous sommes incapables, la communauté internationale est incapable d'agir du fait de l'existence de ce droit de veto. Ce droit de veto. Voilà, ce droit de veto. Qui évolue au gré des intérêts des uns et des autres. Qui aujourd'hui est complètement anachronique. Le droit de veto a été concédé aux pays au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Les pays qui ont gagné, les vainqueurs, on leur a donné le droit de veto. Aujourd'hui, la géopolitique mondiale a changé. Il y a tout un continent d'1 milliard de personnes qui n'est pas représenté du tout au Conseil de sécurité. Il y a des puissances économiques qui se sont construites, comme le Japon, comme l'Allemagne, qui ne sont pas du tout représentées. Donc, sans compter les briques qui arrivent aussi. Sans compter les briques qui arrivent. Donc, il faut profiter de cette situation, à mon avis, sur le moyen terme, pour mettre un terme à cette notion de droit de veto. Mais en attendant, l'urgence, c'est de trouver une solution pour arrêter. On a vu la résolution qui a été introduite par le Maroc au nom de la Ligue arabe. On a, dans la recherche de compromis, on a édulcoré, comme vous l'avez dit, la question du transfert du pouvoir à un régime intérimaire. Pour plaire aux Russes, on a estimé qu'il n'est plus question que Bachar al-Assad parte, qu'il transfère le pouvoir à son vice-président. Donc il y a eu des concessions qui ont été faites, mais manifestement, ces concessions n'ont pas suffi. Donc il faut aller vite.
pour éviter pour arrêter la machine à tuer, pour abréger la souffrance du peuple russe. Paul Yanger, votre réaction sur la situation en Syrie? Non, je vais juste apporter quelques points complémentaires par rapport à ce que mes confrères ont dit. Par exemple, la Syrie, en fait, achète beaucoup d'armes à la Russie. Alors, je crois que le montant doit approcher $1 milliard. Donc, bon, on va dire que c'est peut-être une raison bassement matérielle qui peut aussi expliquer le fait que la Russie continue à soutenir Bien sûr. la Syrie au Conseil de sécurité. Et puis, bon, il y a le régime syrien en lui-même qui est quand même relativement solide, on va dire. Parce que, bon, il y a eu quelques défections, mais apparemment pas tant que ça. Donc, l'armée quand même soutient toujours Bachar el-Assad. Les pays voisins ne sont pas véritablement hostiles en dehors de la Turquie. Donc, la situation, quand même sur le terrain, peut s'enliser. Et bon, avec le soutien de la Russie en plus, donc ça fait que bon, Bachar el-Assad est toujours là. Et puis, il a un potentiel de nuisance qui fait qu'on a un peu peur d'aller plus loin. Est-ce qu'il peut embraser la région? Tout à fait, embraser la sous-région quand même, bon, avec des pays comme l'Iran, Israël, qui ne sont pas très loin. Donc, on ne sait pas trop comment ça peut évoluer, etc. Bon, on dit que c'est un dictateur, mais les gens savent comment il fonctionne. On ne sait pas trop. Bon, voilà. Paf, Bachar el-Assad s'en va. Qu'est-ce qui va arriver après, comme en Libye aujourd'hui? Mais oui, je voulais juste répondre, enfin pas répondre, mais aller dans le sens de Siddiq. Il avait dit que la façon dont fonctionnaient les Nations Unies aujourd'hui était quelque peu anachronique par rapport au développement. Bien sûr. Mais si, à cause d'un veto, on ne peut pas agir pour sauver un peuple, comment un pays aussi membre des Nations Unies, qui a le droit de veto, peut se dispenser de la vie des gens pour attaquer un autre pays membre des Nations Unies sous des prétextes fallacieux, comme les États-Unis l'ont fait en 2004 contre l'Irak. Il faudrait que dans les Nations Unies de demain, qu'on revoie cette histoire de droit de veto, mais que plus jamais un pays, sous des prétextes unanimement reconnus comme faux, prennent l'engagement, prennent la décision d'aller attaquer comme ça notre pays, comme on l'a vu. On a vu ce qui s'est passé à Irak. Non, c'est pour compléter. Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais vous savez, les textes ne suffiront jamais à régler les choses. À l'époque, les États-Unis avaient à leur tête un dirigeant un peu illuminé, George Bush, qui aujourd'hui pensait qu'il pouvait se dispenser de la caution de la communauté internationale. Dans le cas de la crise libyenne aussi, il y avait une tentation de certains pays de se passer de la caution de la communauté internationale pour le faire. Heureusement que, entre-temps, l'administration a changé aux États-Unis et aujourd'hui, on a une administration qui est plus portée vers la légalité internationale. La légalité internationale doit être respectée et surtout par les pays qui sont les plus importants. Sinon, si les pays qui sont les plus importants ne respectent pas la légalité internationale, Israël va estimer avoir le mandat d'aller attaquer l'Iran sous prétexte que l'Iran va avoir des armes. Et on ne s'en sortirait pas. Vous savez bien qu'Israël n'a pas besoin des Nations Unies pour faire ce qu'il veut. En tout cas, pour l'instant, on a l'impression qu'ils occupent une partie de la Syrie. D'ailleurs, on parle de la Syrie. Ils occupent une partie de la Syrie depuis 1967. Et ce qui va se passer en Syrie, même s'il doit y avoir un changement de régime, se fera avec l'assentiment des autorités israéliennes. Vous allez voir, ces puissances occidentales, que ce soit la France, les États-Unis, n'agiront pas en Syrie contre les intérêts vitaux d'Israël. Non, c'est clair qu'Israël est une donnée dans l'attitude de la communauté internationale en Syrie. D'ailleurs, c'est d'autant plus important que vous avez vu la façon dont Israël a réagi aux événements d'Égypte. Israël soutenait Moubarak parce qu'il ne savait pas qui allait venir après Moubarak. Donc aujourd'hui, il y a une sorte de prudence en se disant déjà, sur le plan des relations avec l'Égypte, nous ne savons pas comment les choses vont évoluer. Si on ouvre un deuxième front en Syrie, ne sachant pas avec qui nous allons avoir, donc il y a tous ces facteurs-là qui expliquent et qui expliquent même l'arrogance de Bachar el-Assad. Bachar el-Assad sait que la communauté internationale ne peut pas s'amuser à déclencher une guerre aux portes d'Israël, ne sachant pas ce qui peut arriver en Égypte. Donc, ce sont des éléments qui expliquent. Mais le plus important, aujourd'hui, c'est le sort du peuple syrien. Il faut trouver une solution. On ne peut pas continuer à rester paralysé comme ça, alors que les gens continuent à mourir. C'est très bien qu'on évolue. En 1982, on massacrait près de 100 000 personnes dans la ville de Hama,
en février 1981 ou 82, ça n'a pas suscité la moindre critique. Heureusement que nous évoluons et qu'aujourd'hui, avec Internet et tout... 30 ans après... Et 30 ans après, que maintenant, ça se sait, etc. Très bien. Mais, alors, en attendant que la résolution qui va être votée certainement ce week-end ou lundi puisse contenir justement une solution pour arrêter les souffrances du peuple syrien, nous allons faire un retour à Addis Abeba où avait lieu le sommet de l'Union africaine, un sommet qui avait également à l'ordre du jour l'élection d'un nouveau président de la Commission. Alors, Sédi Kaba, vous revenez d'Addis. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les Africains ne se sont pas entendus et ils ont fait étalage de leur division? Expliquez-nous un peu le jeu trouble que je dirais qui a été celui de l'Afrique du Sud à ce sommet. Alors, le sommet avait pour thème le renforcement du commerce intra-africain. Bien sûr. Vous savez, aujourd'hui, le commerce entre les pays africains représente 11% des échanges mondiaux de l'Afrique, alors que les échanges interasiatiques représentent 52%, les échanges inter-européens 80%. Donc, nous sommes la région du monde qui est en retard en matière d'échanges intra-africains. Et légitimement, on devait réfléchir donc, aux moyens de renforcer ce commerce intra-africain avec toutes les dispositions à prendre, notamment la libre circulation des personnes et des biens, la construction des infrastructures. Mais cette dimension a été quasiment évacuée dès le premier jour en une séance publique et le sommet se focalisait sur l'élection du président de la Commission. Il y avait deux candidats en lice, le Gabonais Jean Ping, qui est le président sortant, et l'ancienne ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Madame Nkosoza Dlamani Zuma, qui est l'ex-épouse de Jacob Zuma. De Jacob Zuma. Si c'est nécessaire dans le civil, en tout cas, c'est cela. Et donc, voilà, il y a eu ces deux candidats et l'Afrique n'a pas réussi à les départager. Il y a eu 4 tours de scrutin, le premier tour, le deuxième tour, et conformément au texte, à partir du 3e tour, donc la personne qui est... Il reste une personne, et c'était Jean Ping. Et Jean Ping a donc sollicité le suffrage. Il lui fallait rassembler 36 voix, les 2 tiers des 54 pays membres de l'Union africaine. Jean Ping a obtenu 32 voix. Il n'a pas réussi à être reconduit à la présidence. On a renvoyé à la prochaine session dans 6 mois au Malawi. Mais le plus important... On a déplacé le problème. On a déplacé le problème. Je crois que pour répondre véritablement à la question, l'Afrique du Sud a choisi une mauvaise solution à un vrai problème. Le vrai problème, tel que le Sud-Africain le dit et qui est pertinent, c'est que l'Union africaine, en tout cas sa commission, marque de leadership. Il lui faut un leadership. On n'a pas entendu suffisamment l'Afrique dans la crise ivoirienne, on n'a pas entendu suffisamment l'Afrique dans la crise libyenne, on n'a pas entendu l'Afrique dans la crise en Tunisie, on n'entend pas du tout l'Afrique dans la situation du Sénégal aujourd'hui. On va attendre que les choses s'embrasent au Sénégal pour jouer aux pompiers, alors qu'on aurait pu faire de la prévention, on aurait pu agir déjà. Donc ça c'est un vrai problème, l'absence de leadership. Mais la solution qui a été proposée par l'Afrique du Sud, en disant que nous allons prendre la commission, n'a pas du moins obtenu l'assentiment de tout le monde. Donc, parce que les gens ont pensé... Ça a été contre-productif et ça a braqué les autres. Et les autres ont pensé que l'Afrique du Sud voulait récupérer la commission pour la mettre au service exclusif de sa volonté, de la volonté de l'Afrique du Sud, de la diplomatie africaine. L'Afrique du Sud aurait pu permettre que quelqu'un d'autre soit élu, un non-sud-africain, même cap-verdien. Je ne dis pas que le Cap-Vert est un petit pays africain, mais l'Afrique du Sud aurait pu permettre que quelqu'un d'autre soit élu, mais qu'elle accompagne avec toute sa puissance diplomatique, sa puissance militaire, pour que l'Afrique ait une voix. Donc voilà, c'est sur cette division que le sommet s'est achevé. Il y a eu des fractures
malheureusement, il y a eu des blocs et il y a eu un moment, on a eu le sentiment que c'était anglophone contre francophone. Oui, bien sûr. Après, on a eu le sentiment que c'était le bloc Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, contre de l'autre côté, le bloc Afrique australe, Afrique de l'Est, etc. Je crois que ça n'a pas servi vraiment la cause de l'unité africaine. Il faut rapidement trouver les moyens d'en sortir. Alors, la personnalité de Jean Ping, est-ce que, Savané, vous pensez qu'il est encore à même de pouvoir conduire les destinées de l'Union africaine, puisque aujourd'hui, on semble lui reprocher son mode opératoire trop pusillanime. Oui, non, mais c'est-à-dire que s'il n'a pas pu s'imposer au bout de 4 rounds, c'est qu'il y a un problème à son niveau. Si l'Afrique du Sud aussi n'a pas réussi au bout de 4 rounds à s'imposer, c'est qu'effectivement, il y a un problème. Et comme... On aurait même vu la délégation sud-africaine esquisser des pas de danse pour célébrer l'échec de Jean Ping. Ce n'est pas l'Afrique qui soit gagnante de cette rivalité. Et puis, pour compléter ce qu'il disait, avant de vous répondre, la puissance économique de l'Afrique du Sud, qui à elle seule représente les 3 principaux pays du Maghreb en termes de puissance économique, fait peur à d'autres pays. C'est que voilà un pays qui, par sa puissance, qui veut capitaliser sa puissance économique par une influence politique et diplomatique sur le continent. Et il y a des gens, il est tout à fait on peut comprendre que des gens, que ça effraie certains pays africains. Bon, moi, je crois que Pascal a posé une question centrale, une question cruciale. Est-ce que Jean Ping aurait pu faire autrement? Non, je réponds à sa question. Ça dit la personnalité de Jean Ping. Allez-y, Savané. Maintenant, je vous répondrai ensuite. Voilà, je réponds à sa question. Je recueillerai l'avis de Paul Langer. Je réponds à sa question. Moi, j'estime que Jean Ping est perçu, enfin, je crois que Jean Ping est perçu par un certain nombre de pays africains comme un personnage qui est un peu trop lié à l'ancienne puissance coloniale de son pays, qui est la France. Parce qu'on l'a vu avec la crise en Côte d'Ivoire, on l'a vu sur d'autres théâtres africains. On estime que son hésitation, ses valses et hésitations sont peut-être dues au fait qu'il y a des fidélités qu'il avait avant qui font qu'il ne peut pas agir pleinement pour les intérêts pleins du continent africain. Voilà. Oui, Savané, c'est Dikaba. Le problème, c'est un problème structurel. Le président de la Commission, en fait, est une sorte de super secrétaire des chefs d'État. On a vu quand Alpha Omar Konaré a essayé de s'affranchir de la tutelle des chefs d'État pour faire quelque chose de concret, pour faire quelque chose de bien, il a été tout de suite rappelé à l'ordre. Les chefs d'État lui ont dit, écoute, tu es notre secrétaire, etc. Tu fais ce qu'on te demande de faire. Donc ça, c'est un vrai problème. Que ce soit Jean Ping, que ce soit Mme Zuma ou quelqu'un d'autre, si on ne change pas la nature des relations entre la Commission et les chefs d'État, on va aller à la catastrophe. Il faut absolument que la Commission puisse avoir l'autorité, les moyens d'agir pour faire quelque chose de concret. Parce que, bon, dès que, voilà, Jean Ping, je crois, et c'est ça même qu'il a desservi. Pour moi, Jean Ping, c'est qu'il a desservi. Il a trop fait le jeu de chef d'État. Il n'a pas voulu prendre des positions claires, s'affranchir. À force de jouer l'équilibriste, il a basculé dans le vide. Il a basculé dans le vide. Alors, Paul Langer, est-ce que vous croyez, comme disait Savané, que Jean Ping serait à quelque chose une sorte de la voix de son maître vis-à-vis de l'ancienne puissance administrante? C'est ce qu'on dit en Afrique anglophone, que en gros, l'Union africaine est dirigée depuis Paris. Donc, parce que justement, c'est Jean Ping qui est à la tête. Bon, Jean Ping vient du Gabon, donc d'un pays francophone qui justement est très très lié à la France. Donc l'Afrique du Sud voit en la présence de Jean Ping un relais entre guillemets de Paris. Bon, moi, à titre personnel, je pense que la situation est un peu plus complexe. La situation est un peu plus complexe, mais quand même le problème qui est posé est un vrai problème. C'est-à-dire c'est le problème de l'influence extérieure sur l'Union africaine, qui à mon avis n'a pas les moyens de sa politique. Aujourd'hui, le budget de l'Union africaine en 2011 était d'à peu près 260 millions de dollars. Et sur ces 260 millions de dollars, 60% venaient de financements étrangers. Donc déjà, quand vous voyez ça donc de l'Union européenne, des États-Unis, exactement, qui paye commande. Donc forcément, donc vous voyez que l'Union africaine déjà n'a pas les moyens de sa politique, les moyens de son indépendance. Le nouveau siège a été inauguré, est un cadeau de la Chine. Donc on voit quand même que financièrement déjà l'Union africaine a un problème. Donc c'est un problème de fond. Ouais. C'est dit qu'il a également parlé du problème structurel qui concerne en fait les relations de le président de la Commission et les chefs d'État. La relation entre la Commission et les chefs d'État. C'est vrai que c'est un problème structurel, mais je pense que la personnalité du président de la Commission peut également jouer. Moi, je pense que si cette personnalité peut faire évoluer les choses. Moi, je pense qu'une
de la mini-Zuma ou par exemple un Thabo Mbeki à la tête de la présidence de la Commission de l'Union africaine aurait un impact différent. Moi, je vois par exemple mal un Thabo Mbeki se faire dicter sa conduite par des pays étrangers. Donc, le choix du président... Oui, mais attention. Hein. Oui. Ce qu'il dit est juste, mais pour revenir à ce qu'il disait, effectivement, il y a un problème structurel, il y a un problème de fonds pour tout ce qui est la partie financière. Mais il y a des situations paradoxales. Est-ce qu'un président de la Commission africaine qui agit avec une latitude plus grande peut, par exemple, réprimander, reprocher au régime éthiopien, parce que le siège est en Éthiopie, quand on connaît la nature réelle du régime éthiopien, est-ce qu'elle peut dire à l'Éthiopie, par exemple, lui reprocher certaines choses? Et puis, deuxièmement, pour parler de Jean Ping, je me demande, par rapport à son comportement vis-à-vis de certains chefs d'État africains, je prends le cas de Thabo Mbeki vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Il a eu une proximité avec Laurent Gbagbo qui, aux yeux de gens qui connaissaient intimement le problème ivoirien, était pour le moins malaisé. Oui, alors un dernier mot là-dessus. Allez-y, Sédic. Konaré avait fait une proposition sur la question du financement. On prélève un certain pourcentage, 0,1% du budget de chaque pays. Bien sûr. On alimente la commission. Ça nous aurait permis d'avoir une certaine autonomie dans le financement vis-à-vis de l'extérieur. Ça nous aurait évité de recevoir des instructions ou d'afficher vis-à-vis de nos bailleurs de fonds en disant oui, mais si on va à l'encontre de ce qu'ils disent, peut-être qu'ils ne vont pas débloquer des crédits. Donc ça nous aurait permis cela. C'est clair que le tempérament de la personne joue, mais il faut donner aussi à la commission des moyens juridiques, des moyens institutionnels pour qu'elle puisse travailler véritablement sans que un ministre des Affaires étrangères d'un pays puisse vouloir dicter à la commission des instructions. Très bien. Alors, on va en rester là. On se reporte donc à la prochaine session dans 6 mois pour voir si ce problème va trouver une issue. Il nous reste 5 minutes, messieurs, et je voudrais vous laisser l'occasion, en 1 minute et demie chacun, de me dire quel est le point d'actu qui n'était pas au menu, mais l'actualité oblige, sur lequel vous voudriez dire quelques mots. Savané. Moi, je voudrais parler du Mali, parce que j'estime, peut-être que j'exagère, que le Mali connaît aujourd'hui une des plus graves crises politiques de son histoire. Et l'élection à venir, la personnalité qui sera élue par les Maliens sera élue certainement en fonction de la façon dont il sera perçu dans sa capacité à agir dans le Nord, parce que c'est l'intégrité, vraiment l'intégrité physique du Mali aujourd'hui qui est menacée. J'ai une pensée pour ce pays parce que c'est une démocratie qui promettait, qui promet toujours, et j'ai peur pour l'intégrer. Donc tactiquement, les Touaregs se sont invités dans la campagne présidentielle. Ils se sont invités et je pense qu'il faudra que le prochain président du Mali prenne à bras le corps ce problème et qu'on règle ça, qu'on trouve une solution. Je ne sais pas si le Mali va évoluer, si ça va... ça dégénère, les Mauritaniens sont devenus la cible des mécontentements. On parle de gens à la peau claire, donc les questions chromatiques commencent à sortir. Alors donc, est-ce que ça va rester un État avec le centralisme jacobin tel qu'il est? Est-ce qu'on va évoluer vers une forme de fédéralisme? Je ne sais pas, mais il faudra bien qu'ils trouvent une solution. Très bien, on aura l'occasion d'y revenir la semaine prochaine. Paul Yanger, votre point d'actu? Moi, je voulais parler, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Boko Haram, mais je voulais y revenir parce que en fait, c'est un pays qui est, le Niger est frontalier du Cameroun. Du Cameroun, bien sûr. Et donc, votre cher Cameroun, et justement, qui n'est pas à la Coupe d'Afrique cette année. Malheureusement. Donc, le boulevard est ouvert pour la Côte d'Ivoire. On espère pour les éléphants. Et donc, oui, justement, mais il y a eu quelques révélations, entre guillemets. Il y a des membres de Boko Haram qui ont dit que, en fait, cette secte était un peu financée par des gouverneurs de certaines régions du nord du Nigeria. Et que, bon, peut-être l'arrêt de versement de ces sommes aurait poussé un peu l'histoire de Karachi, l'attentat de Karachi. Oui, un peu, exactement. Les rétrocommissions qui ont disparu. Oui, et donc qui ont un peu poussé Boko Haram à verser dans l'extrémisme. Donc, je pense qu'au-delà de la simple, du simple problème religieux, à mon avis, il y a des problèmes politiques sous-jacents. Je pense que Boko Haram aussi est utilisé par certaines personnalités. Parce qu'on ne sait plus quelle est leur vision, qu'est-ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de support politique, et, à part la confusion entre le politique et le religieux. Tout à fait, oui. Les revendications de Boko Haram ne sont pas vraiment
vraiment très clair, quoi. Et donc, moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de manipulation, que cette secte est utilisée par des responsables politiques du pays pour, je ne vais pas dire mettre la pression, mais pour parvenir à certaines fins. Tout à fait. Alors, Sedi Kaba, pour terminer, allez-y. Oui. Juste avant de dire mon sujet, je ne sais pas si c'est le complot ivoirien qui a éliminé le Niger dès le premier tour. En tout cas, le Niger a été éliminé et nous allons devoir tirer les leçons de cette élimination précipitée. Mais je voudrais surtout parler de la situation en Égypte. Oui. Parce que vous avez vu les derniers événements qu'il y a eu en Égypte. Au-delà de cet incident qu'il y a eu au stade, je crois qu'il y a une transition difficile en Égypte. La transition est un peu chaotique et nul ne peut prévoir comment les choses vont évoluer. Parce qu'il y a plusieurs centres de pouvoir. Il y a l'armée qui est un pouvoir, qui gère la transition. Et qui veut continuer d'être et qui a une position l'épine dorsale du pouvoir politique. C'est un élément important. Vous avez vu quelqu'un comme El Baradei a dit qu'il ne se présente pas aux élections parce qu'il ne sait pas ce que le pouvoir va être après, parce que l'armée n'a pas visiblement l'intention elle va s'effacer, mais continuer à tirer les marionnettes, quoi. Voilà, c'est ça. Et ça les islamistes viennent d'être élus, ils sont majoritaires. On ne sait pas quelle est la réalité du pouvoir du Parlement. Donc il y a une situation, à mon avis, en Égypte qui est assez préoccupante et qu'il faut surveiller. Après les incidents au stade, il y a eu d'autres incidents. À chaque fois qu'il y a des inhumations, il y a des incidents. Donc la situation en Égypte est quand même assez préoccupante. Voilà. Alors on va s'arrêter là. C'est terminé pour aujourd'hui. Vos points d'actu sont des sujets intéressants et je pense que le développement de l'actualité la semaine à venir nous donnera l'occasion d'y revenir en fin de semaine. Voilà, donc ce Maki Hebdo, c'est terminé pour aujourd'hui. Je voudrais remercier Paul Yanger de Griot.com qui était avec nous. Bon, Paul, merci d'être venu. Merci. Voilà, Sedi Kaba, merci d'être venu également nous rejoindre. À peine vous avez posé vos valises que vous êtes venu. Voilà, merci, merci beaucoup. Je vous rappelle que vous êtes de Panapresse. Et puis Mamadou Saliou Savané de Bois-Landry Consulting. Merci également d'être venu nous faire partager vos éclairages fort appréciés. Voilà, quant à nous, il ne nous reste plus qu'à vous dire bonsoir, merci également de votre attention et puis ne partez pas, restez sur Télésud pour la suite de vos programmes. Et nous nous retrouverons la semaine prochaine, bien sûr, si tel est votre souhait. Au revoir.